Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots. Bon, si vous avez chaud, là, aérez-vous parce que souvent les histoires de Christian Page donnent des chaleurs à bien des gens. Bonjour Christian. Bonjour Marie-Hélène. Et aujourd'hui, c'est encore plus chaud. Oui, parce qu'il m'a titré, le premier sujet est un sujet brûlant. Ça parle d'un feu. Effectivement. Ouais. Donc, écoute, je te ramène un peu dans l'histoire. Nous sommes un 1er juillet, le 1er juillet 1951. L'histoire se passe à Saint-Pétersbourg, en Floride. Et ce jour-là, donc, une dame de 61 ans, Mary Razor, a passé la journée avec son fils et sa petite fille. Il faut savoir que Madame Razor habite un espèce de petit bungalow. Imaginons un îlot locatif avec des petits bungalows gérés par une administration. Et elle, Madame Razor, occupe l'un de ces petits bungalows au 1200 Cherry Street. Donc, elle passe l'après-midi avec son fils et sa petite fille. Madame Razor est en bonne santé, tout va pour le mieux. Et en fin de journée, son fils quitte et elle a la petite fille. Donc, Madame Razor s'installe chez elle. Elle est toute seule. Elle reçoit la visite de l'administrative de cet îlot locatif avec laquelle elle a développé des liens d'amitié, Madame Carpenter. Ils échangent un peu on parle de tout et de rien. Et puis ensuite, vers à peu près 20 heures, Madame Carpenter quitte. Le lendemain matin, il y a un représentant de la Western Union qui se présente à cet îlot locatif avec un télégramme pour Madame Razor. Il frappe à la porte, pas de réponse. Au moment de quitter l'endroit, il croise Madame Carpenter et lui explique qu'il a un télégramme pour Madame Razor. Ouais. Et elle lui dit, écoute, je vais lui remettre, je dois la voir aujourd'hui. Donc, elle prend la lettre change de main. Et là, Madame Carpenter se rend chez Madame Razor. Elle frappe à la porte, pas de réponse. Et elle est inquiète parce qu'elle se dit, madame, elle l'a vu la veille. Et Madame Razor n'est pas du genre, c'est une dame de 61 ans, plutôt en bonne santé, mais ce n'est pas le genre à prendre des marches matinales. Et si elle avait à sortir ce matin-là, elle lui aurait certainement parlé la veille. Alors, elle met la main sur la poignée de la porte. Elle est brûlante. Là, Madame Carpenter, de plus en plus inquiète, s'adresse à 2 peintres en bâtiment qui travaillent à l'extérieur, en face. Elle leur explique la situation. Les 2 hommes arrivent. Après quelques bons coups d'épaule dans la porte, ils entrent à l'intérieur. Et là, ils sont surpris par la scène qu'il y a devant eux. D'abord, toute la petite maisonnée est comme couverte d'une espèce de suie visqueuse et noirâtre sur les murs. Ils arrivent dans la salle de séjour et là, au milieu de la pièce, il n'y a qu'un petit tas de cendres, quelques ressorts noircis, et au milieu de tout ça, un pied droit, encore couvert de sa chaussette, et un tas de cendres. Madame Mary Razor a été littéralement réduite en cendres. Mais il restait un pied? Il restait un pied. C'est ça, Christian? Et là, écoute, les pompiers, je t'ai même amené une photo des restes qu'on a retrouvés de Madame Razor. Ben voyons donc! Et écoute, les pompiers sont tellement surpris. J'ai une photo du pied de Madame Razor avec ses cendres à côté. Christian! Écoute, les pompiers sont tellement surpris de cette situation qu'on n'arrive à trouver aucune explication. On décide de faire appel au bureau du FBI local. Donc, les agents du FBI se rendent sur place et ils vont enquêter sur la mort très mystérieuse de Madame Razor. Déjà, d'ailleurs, la presse s'est emparée de l'affaire. Ils ont surnommé Madame Razor de Cinder Lady, la femme de cendre. Et ils vont enquêter sur cet événement-là. Ouais. Et les journaux parlent à ce moment-là de combustion humaine spontanée. Ben oui, mais c'est comme si c'était consumé. C'est exactement Qu'est-ce que cette combustion humaine spontanée? L'idée, dans une espèce de culture du paranormal, voudrait qu'il existerait une espèce de mécanisme inconnu qui ferait que tu pourrais t'enflammer, prendre feu et brûler comme une torche et en quelques minutes, ton corps serait réduit en cendres. Ça, c'est pas documenté. Alors, évidemment, techniquement parlant, c'est impossible. Il n'y a rien dans ton corps qui pourrait permettre un tel phénomène. Alors, le FBI va enquêter sur la mort de Mary Razor. Quand même. Et j'ai ici le rapport d'enquête du service du FBI. La conclusion du FBI est que Madame Razor n'a pas été victime d'une combustion humaine spontanée, mais a été victime d'une autocombustion. Et là, il y a comme une grosse différence entre les deux. L'autocombustion n'est pas un feu surnaturel. C'est un feu dont la vision du FBI, c'est que Madame Razor se serait assise ce soir-là dans son fauteuil favori pour écouter les nouvelles à la radio. C'était une fumeuse. Et là, elle aurait été victime d'un malaise. La cigarette aurait tombé sur ses vêtements,
aurait pris feu. Et là, comme elle était inconsciente et comme la maison n'était pas très bien aérée, le feu ne se serait pas répandu dans la maison, mais aurait été très limité aux objets immédiats et en particulier Madame Razor. La quantité d'oxygène aurait empêché le feu de déclarer un brasier. On peut imaginer que la chaise aurait pris en feu, elle Madame sur la chaise. Razor assise dessus. Ouais. Et éventuellement, pendant des heures, le feu se serait maintenu à un niveau de braise et aurait permis ainsi de réduire en cendres le corps de Madame Razor. Donc, pas un feu surnaturel, mais des conditions tout à fait extraordinaires qui ont permis de réduire Madame Razor en cendres. C'est l'explication que le FBI offre pour la mort de cette dame. C'est quoi l'affaire du pied? Mais donc, c'est ça. Donc, son pied, lui, n'a pas brûlé. Il devait être là, donc à l'extérieur feu... de la chaise. Ouais, c'est ça. Donc, il n'a pas brûlé. Quand même, quelle scène bizarre. Ouais. Mais je te ferai remarquer que dans bien des cas, l'explication proposée par le FBI, qu'on appelle l'effet mèche ou l'effet bougie, donc autrement dit, pourquoi l'effet bougie? Parce que dans une bougie, on a le combustible autour qui est la cire et on a la mèche au centre. Dans le cas présent, dans le cas de Madame Razor, c'est un peu une bougie inversée. La mèche, ce sont les vêtements de la dame et le fauteuil sur lequel elle était assise, et le combustible, c'était ses graisses corporelles qui ont alimenté le feu. Mais il faut savoir que dans une crémation, il faut monter une température à peu près à 2000 degrés pendant 3 heures pour réduire un corps en cendres. Est-ce qu'on aurait pu faire ça dans un environnement comme celui du petit appartement, la petite maison de Madame Razor? Et dans d'autres cas qui ont été documentés dans le cas de la combustion humaine spontanée, il n'y a parfois que quelques minutes qui s'est écoulé entre le moment où la personne a été vue, vivante, et le moment où elle a été trouvée, son corps carbonisé. Ouais. J'ai ici une photographie. Je sais que tu aimes beaucoup les photos. Voici la photographie. Le matin avant d'avoir déjeuné, de Madame c'est super. Hélène Conway. Mais voyons donc. Là, tu as la photo de Madame Hélène Conway. Là. Et on voit deux jambes appuyées sur un fauteuil qui a été carbonisé. Mais tout le reste, a été réduit donc, c'est deux jambes de Madame sur un morceau de fauteuil. Dans le cas de Hélène Conway, crois-le ou non, elle vivait chez son fils et elle a été vue vivante 20 minutes avant que les pompiers ne retrouvent son corps dans cet état-là. 20 minutes? 20 minutes. Alors que dans un crématoire, il faut à peu près 3 heures à 2000 degrés pour réduire un corps en cendres. Mais comment on explique? On n'a pas d'explication. Non. C'est-à-dire que dans le cas on propose l'effet mèche, mais c'est vrai que dans certaines conditions, les éléments qui entourent la crémation du corps sont si extraordinaires qu'il est difficile d'imaginer une cause naturelle. Et toutes les causes, tous les éléments qu'on a proposés, les explications proposées jusqu'à maintenant, on a parlé des phosphores dans le corps humain qui augmenteraient, qui rendraient le corps inflammable, ou encore l'acétone dans le corps. Tout ça ne tient pas la route parce que, il y a toutes sortes de problématiques de frein qui interdit de croire à ces explications-là. En tout cas, les images font peur, laisse-moi te le dire. C'est un événement extraordinaire. Christian, on va aller à la pause, mais au retour, tu nous parles de cette célèbre histoire, la plus célèbre histoire d'OVNI de tous les temps. Là. Absolument. Marie-Hélène Proulx qui est accompagnée de Christian Page, qui m'a un peu coupé l'appétit avec ses photos de pieds. Et juste pour revenir sur cette histoire, tu me disais que t'as parlé de cette affaire-là à des pompiers qui disaient que c'était impossible. Et eux disent que dans un environnement comme dans un appartement ou une maison, c'est brûler un corps de cette manière-là pendant 8 heures avec des braises, ça fonctionne bien dans un container en métal, mais dans un appartement... Dans un salon, ça n'a pas de sens. Là, il y a un problème parce que dans le cas des combustions humaines spontanées, il y a que très localement l'endroit où le feu s'est produit, où la personne est décédée, alors que le feu ne s'est pas étendu. Or, les pompiers disent, généralement, quand tu atteins à peu près 800 degrés, il faut 2000 degrés pour réduire un corps en cendres. Or, généralement, dans un appartement, quand la température atteint 800 degrés, il y a ce qu'on appelle l'embrasement éclair. Ça veut dire que tout ce qui peut brûler prend soudainement en feu. Il y a comme une bombe de feu qui apparaît. Sa maison, elle était pratiquement... Et voilà. Et si la maison est mal aérée, à ce moment-là, la chaleur va faire éclater les fenêtres et produire un effet que les pompiers appellent le bad draft, donc une espèce de bombe de fumée. Donc, l'idée qu'on puisse réduire un corps en cendres, qu'on puisse augmenter à 2000 degrés la température dans le milieu d'un salon et qu'il n'y a rien d'autre qui souffre de cette chaleur-là ou de l'incendie, c'est très étrange. Donc, eux manifestent un doute très sérieux aux explications que propose l'FBI. Le FBI. Ouais. C'est le fun, hein? Ouais, donc ça se termine en disant que le FBI s'est trompé. Ouais, ici, on est un peu dans le mystère. On reste dans le mystère. Bon, on parle d'OVNI. Oui. Quand tu dis la plus célèbre histoire d'OVNI de tous les temps... Ça s'est produit en un début de juillet
1947. Si tu habitais, Marie-Hélène, dans la région de Roswell au matin du 8 juillet 1947 et que tu avais ouvert ta radio, tu aurais probablement entendu ceci. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Ça a dû semer la panique. Voilà, donc, alors, on annonce à la radio qu'on a intercepté un objet volant. Un disque volant. Qu'il est maintenant en possession de l'armée. Et on voit une confusion. Le missile, là, on sait pas trop ce que c'est, la soucoupe, le disque volant, mais l'objet en question, quoi qu'il en soit, a été récupéré par la base militaire de Roswell et il est envoyé à Wright Field. Wright Field, c'est la base militaire de Dallas, en fait, en banlieue de Dallas, qui est à Fort Worth. Donc, on nous dit, là, on a un communiqué officiel, là. C'est pas un type qui raconte que l'armée a récupéré un disque volant. C'est officiellement l'armée qui reconnaît cette situation-là. Donc, je te ramène un peu dans le contexte de l'histoire. Tout ça commence au début juillet. Fin juin, début juillet, on n'est pas sûr exactement de la date. Il y a un type qui habite quand même à 100 kilomètres du petit village de Roswell, parce que c'est une étendue immense. C'est un rancher, un type qui s'appelle Mac Brazel. Et un bon matin, donc, fin juin, début juillet, il inspecte ses terres et là, il tombe sur un secteur qui fait plusieurs centaines de mètres où il y a de curieux débris métalliques qui sont étendus sur le sol. Il y a des petits objets qui ressemblent à des bouts de bois de balsa, il y a des espèces de petites poutres, mais surtout du papier d'aluminium. Et du papier d'aluminium qui est très étrange, parce que du papier d'aluminium, généralement, j'en montre un ici pour les gens qui nous écoutent, j'ai amené un morceau de papier d'aluminium. Quand on le froisse, on peut faire une boule, on fait une boule avec. C'est pas ce que M. Brazel découvre. Il trouve du papier d'aluminium qui, quand on le plie puis on le relâche, il reprend sa forme. Pour que les gens voient l'image, il y a des papiers d'emballage comme ça. Voilà. On a un millard métallisé, argenté, qu'on utilise surtout dans le domaine de la nutrition, des trucs comme ça. Les barres tendres sont souvent enveloppés dans ce genre de papier d'aluminium-là, donc qu'on froisse et qui reprend sa forme. Oui, exact. Donc, ce Mac Brazel est quand même surpris parce que ce type de papier-là n'existe pas en 1947. Donc, il est surpris de voir ça. Il en récupère quelques débris et éventuellement, il profite d'un voyage à la ville de Roswell pour aller au bureau du shérif du comté, le comté de Chavez, un type qui s'appelle George Wilcox, puis il lui dit, écoute, j'ai trouvé des trucs bizarres chez moi, ça doit appartenir à l'armée. Donc, Wilcox lui-même, le shérif, en voyant ça, il est aussi surpris. Il contacte la base militaire de Roswell, qui est la base à proximité. On se dit, ça doit être sûrement un truc qui appartient aux militaires. Et là, donc, les militaires vont envoyer 2 personnes sur le terrain, un certain Jess Marshall Senior et un type qui s'appelle Sheridan Cavitt. Ils vont se rendre sur place. Ils vont récupérer ces débris qui tiennent finalement dans l'arrière d'une Jeep, là. Ils reviennent à la base militaire de Roswell et éventuellement, ces débris, comme le dit le communiqué, sont envoyés à la base de Fort Worth et il y a une communiqué officiel qui est fait par la base de Roswell. Le lendemain, le major général Roger Ramey, qui s'occupe de l'armée de l'air, fait une autre conférence de presse. Il dit le fameux débris retrouvé à Roswell n'est rien d'autre qu'un ballon météo. L'affaire de Roswell n'aura duré que 24 heures en 1947. Mais 30 ans plus tard, d'autres personnes impliquées dans l'histoire vont sortir et vont raconter des histoires tout à fait fantastiques. Une soucoupe aurait été découverte, des cadavres d'extraterrestres auraient été découverts. Quoi qu'il en soit, on n'aura jamais de témoins de première main pour parler de ces récits-là. Mais éventuellement, pour faire une histoire courte, en 1995, l'armée de l'air américaine va finalement lever le voile sur l'affaire de Roswell, selon l'armée. Il s'agissait bien et bien d'un ballon, mais pas d'un ballon météo, mais d'un ballon top secret du nom de Projet Mogul. Et c'est un peu pourquoi on a essayé d'étouffer l'affaire. Okay. On voulait espionner les Russes. Et comme les militaires de Roswell n'étaient pas au courant du programme, ils ont failli littéralement dévoiler le poteau. Il fallait pas que ça s'ébruite. Voilà. Quand même, très intéressant. Merci beaucoup, Christian Page. Ça me fait plaisir, Marie-Hélène. On se revoit la semaine prochaine.